BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Et un grand bonjour à toutes et à tous, bon week-end, merci d'être là, fidèle à De quoi je me mêle. Vous le savez, votre rendez-vous de la fin de semaine où on parle tech bien évidemment. Très heureux de vous retrouver, vous le savez, De quoi je me mêle dès le vendredi midi en exclusivité en audio, podcast, sur la chaîne YouTube de Tech & Co. Et puis bien évidemment la diffusion sur BFM Business, à la radio, à la télé dès le week-end. Avec au sommaire pour ce nouveau De quoi je me mêle, tout à l'heure c'est le Labo Fnac qui viendra nous voir avec Lionel Costa et on vous conseillera concernant les casques Bluetooth à arceaux. Comment se porte ce marché ? Quelle est la particularité de ces casques par rapport aux True Wireless qui ont envahi évidemment nos oreilles ? On fera le point tout à l'heure avec Lionel qui a testé les meilleurs modèles. Ce sera très intéressant et ce sera en deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Je vous rappelle le hashtag DQJMM pour réagir à tout ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux. Encore une fois, merci d'être là et bienvenue. Avec ce soir, pour ce soir, si vous nous regardez ce soir, mais ça peut être aussi dans la journée. Je pense que là, j'ai des petites réminiscences de Tech & Co que vous retrouvez le soir dès 20h sur BFM Business. Avec donc pour vous, Mélinda Davansoula. Salut Mélinda. Bonjour François. Journaliste à la rédaction de Tech & Co, tout va bien ? Écoute, ça va. On s'approche d'un mois de juin un peu chargé. Ouais, un peu intense. Mais ça va. Parce que tu t'apprêtes à partir aux US, d'après ce que j'ai compris. Il va y avoir la WWDC d'Apple. Oui, il y a le Summer Game Fest aussi. Le Summer Game Fest. Et puis un petit anniversaire qu'on va fêter tous ensemble. Ouais, les 25 ans de quoi je me mêle, les amis. On est excités comme des puces. C'est bientôt en plus, mais on en reparlera bien évidemment. Et nous avons Olivier Frigara qui est là. Salut Olivier. Salut François, salut Linda. On fête un anniversaire, les 25 ans de quoi je me mêle, mais on refait le Mac. Ça doit commencer aussi à dater, non ? 15 ans. 15 ans ouais. Mon Dieu. Le temps passe, les amis. Allez, on va commencer par le club de la presse IT bien évidemment et revenir sur les gros faits d'actualité de cette semaine avec Apple qui encore une fois a fait parler de lui, alors pas forcément en bien d'ailleurs, surtout quand on s'intéresse aux relations tendues entre Tim Cook qui est le PDG d'Apple et Donald Trump. Je ne sais pas si vous avez suivi tout ça, mais c'est quand même assez rocambolesque, hein, c'est le mot, on peut le dire, hein, Mélinda ? Oui, ça a pris une tournure là au mois de mai assez animée. Ça a toujours été un peu des relations compliquées, même durant la première mandature. Ouais. Souvenez-vous de ce fameux Team Apple qu'on n'a pas oublié, pour vous dire à quel point les relations étaient saines. Non, là, il y a toujours ces fameux tarifs douaniers en toile de fond, le fait que Donald Trump veut absolument que Apple rapatrie sa production, notamment d'iPhone, aux États-Unis, parce que ça fait partie de sa politique économique générale de relancer le tissu industriel. Oui. Rappelons-le. De tout faire fabriquer aux États-Unis. Voilà, et on sait que le problème, c'est qu'il faut aussi on en reparlera plus tard, mais de la main-d'œuvre qu'il n'y a plus aux États-Unis. Parce qu'un iPhone ne se fabrique pas comme ça. Eh bien voilà. C'est un peu compliqué. Et Tim Cook, il n'est pas. On l'avait vu à l'investiture et tout, on s'était dit, OK, il va marcher ou pas. Finalement, pas tant que ça. Donc, il a été invité au Moyen-Orient quand Trump y est allé. Il a décliné. Il a dit il ne veut pas rapatrier sa production d'iPhone aux États-Unis, mais il l'a rapproché en Inde pour justement se séparer un peu, prendre son indépendance de la Chine. Ça ne va toujours pas. Et donc là, Trump est monté au créneau en disant puisque c'est comme ça, eh bien, il y aura 25% pour les produits Apple qui essaieront d'entrer aux États-Unis. Oui, via l'Inde. Via l'Inde, oui, parce qu'il a surtaxé la Chine, maintenant il va surtaxer l'Inde. Quand ce sera délocalisé en Europe, on prendra encore tarif, c'est le cas de le dire. Et puis c'est étonnant parce que, en fait, ce que reproche aussi Donald Trump à Tim Cook, c'est de ne pas être venu au voyage qu'il a organisé aux Émirats Arabes. Hein, Olivier, c'est dingue. Et d'ailleurs, durant ce voyage, où il y avait Sam Altman, il y avait le patron de Nvidia, etc., enfin, il y avait toute la crème de la tech américaine, Donald Trump a envoyé des petites piques à Tim Cook en lui disant je suis pas content de Tim Cook. Enfin, il lui parle comme un prof parlerait à un élève, quoi. C'est la méthode Trump depuis son premier mandat. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de l'historique du relationnel entre Tim Cook et Donald Trump. Il a réussi déjà à éteindre l'incendie lors de la première mandature, souvenez-vous, lorsqu'il avait annoncé pour faire plaisir à Donald Trump l'ouverture d'une usine au Texas d'Apple pour produire des Mac localement. Alors, c'est pour produire des Mac Pro. Donc, il y avait une belle conférence de presse, de la vidéo. À l'époque, Tim Cook
Et Donald Trump pouvait, devant les médias, annoncer que Apple était de retour et refabriqué aux États-Unis, mais c'était la production assez confidentielle de Mac Pro, quoi. Ils en vendent un peu comme l'usine qu'on a en Irlande pour faire les Mac Pro. Ils en vendent 10 par semaine, tu vois, c'est beaucoup plus facile à assembler qu'un iPhone. Bah oui, bien sûr. Et puis ça reste de l'assemblage, encore une fois. Le nerf de la guerre, il est là. Donc il avait déjà réussi à endormir. Je dirais que Donald Trump avait obtenu ce qu'il voulait en termes médiatiques. Regardez, Apple revient et ouvre une usine, même. Après, on ne creuse pas. Est-ce que c'est vraiment une usine? Voilà. Il y a eu une deuxième, effectivement, salve d'annonces. Il a fait quand même de gros efforts, Tim Cook, bien que l'entreprise soit dans son ADN. Et Tim Cook ne s'est jamais caché d'être démocrate. Donc voilà. Il a fait l'effort d'aller à la remise de, comment dit-on, l'investiture. Je dirais l'intronisation, mais on n'y est pas encore là. Ça sera pour prochain mandat, écoute, pas. Donald Trump, il a versé sur ses deniers personnels près d'1 million de dollars pour justement cette cérémonie d'investiture. Donc il a fait un gros effort, il était présent. Il y a une batterie d'annonces qui ont été faites, ouverture encore une fois d'usines. 500 milliards d'investissements, 500 milliards, etc. C'est quand même beaucoup d'argent. Ouais. Mais il y a les services dedans. Oui, mais services. Oui, voilà. Alors il y a ce chiffre en façade qui paraît énorme, mais finalement, c'est la production aussi de séries, de choses comme ça. Exactement, exactement. C'est tout un paquet. Il y a beaucoup aussi tout ce qui est intelligence artificielle, donc toutes ces bases de données, ces serveurs de stockage, ces centres de calcul qui étaient prévus. Et en fait, ces 500 milliards, ils étaient déjà prévus sur plusieurs années, mais il a fait une annonce. Ça a été marketé différemment pour faire plaisir à Donald Trump. En fait, donc déjà, Donald Trump a été plutôt satisfait de l'annonce puisque ça a fait un coup médiatique. Mais après, si on creuse, on s'aperçoit effectivement que rien n'a changé du côté de Cupertino. Et puis il y a eu effectivement cette polémique autour des tarifs, donc les droits douaniers, où Apple était imposé de manière drastique parce qu'il produit en Chine. Apple a anticipé l'arrivée de ces droits douaniers en basculant une partie de sa production en Inde, puisque l'Inde est moins taxée que la Chine. Ça suffit à satisfaire un temps Donald Trump. Manque de peau, le travail de beaucoup de journalistes et de lanceurs d'alerte, c'est de dire, mais regardez, en fait, non, c'est pas rapatrié aux États-Unis, non, les annonces qui ont été faites étaient prévues, donc ça s'est su, ça s'est vu, il y a beaucoup eu de retombées presse autour de ça, et Donald Trump était bien obligé de taper du poing sur la table et de dire ouais, mais enfin, Tim, il faut vraiment produire aux États-Unis, sauf que c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il faudrait 5 à 10 ans pour refaire des usines d'iPhone aux États-Unis. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Puis surtout, derrière, il faut quand même le personnel, les salariés pour la faire tourner. Et le problème des États-Unis en économie capitaliste, c'est qu'ils sont allés là où c'était le plus rentable, toutes les industries. Donc, ils sont allés en Asie, où la main-d'œuvre est moins chère. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Ils veulent rapatrier tout ce qui est tech aux États-Unis. Les entreprises, elles disent « Ok ». Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils ne vont pas embaucher des Américains pour venir travailler dans les usines. Ils vont accélérer la robotisation et des choses comme ça, parce que l'équivalent américain de la manœuvre pas chère, ça va être des robots. Sans compter qu'il y a évidemment, je pense, le coût du travail qui est évidemment beaucoup plus élevé aux États-Unis. Ou des produits. Mais il y a aussi la formation, c'est-à-dire que aujourd'hui, la Chine et Foxconn, enfin toutes ces boîtes-là, Pegatron, qui sont des usines immenses qui fabriquent des millions d'iPhone et d'ailleurs tous les produits high-tech qu'on a dans notre poche, en fait, ils sont arrivés à un niveau d'expertise et de fiabilité que les États-Unis n'ont pas. Et ça mettrait des années, et tu as raison, 5 à 10 ans avant d'arriver à ça. Je me souviens, il y a une dizaine d'années déjà, avoir une discussion avec un haut responsable d'Apple où je lui disais, mais vos MacBook Pro là, qui coûtent 4-5 000 euros, pourquoi pas faire une petite ligne de production en Irlande pour l'Europe, une petite ligne de production aux États-Unis? C'est des produits pas confidentiels, mais il y a tellement de marge sur ces produits-là qu'on peut se permettre de les rapatrier. Sauf que oui, on peut les assembler. Mais on n'a pas le réseau de fournisseurs. C'est ça la force de la Chine. Bien sûr. Le savoir-faire, il s'est perdu. Voilà, à Shenzhen, vous avez tout autour de l'écosystème de l'usine qui fabrique les iPhones, vous avez tous les fournisseurs de petites pièces qui font que l'iPhone existe. Et combien même donc, imaginez demain, admettons qu'on délocalise la production des iPhones au Texas, il faudrait que tout autour de l'usine d'Apple, l'écosystème, les petites vis, l'écran, la colle qu'il faut, enfin, je veux dire, c'est un truc de dingue. François, que de toute manière, même si quand on dit il rapatrie ses usines en Inde, non, en fait, c'est juste de l'assemblage. Les composants sont toujours produits en Chine. Bien sûr. Donc ça ne change rien. Mais il y aura marqué Made in India et puis Made in China sur le. Mais les composants assemblés en Inde d'ailleurs. Les composants en grande partie viendront quand même de Chine. Donc, et puis bon, il faut rappeler. À quel prix derrière?
Oui, mais je ne suis pas sûr que la main-d'œuvre soit aujourd'hui le vrai problème. Non, c'est le prix du produit pour le consommateur, voilà, derrière. Ça. Maintenant, c'est une réaction épidermique de notre ami Donald Trump. L'eau va passer sous les ponts et il y aura certainement une nouvelle polémique la semaine prochaine. Mais ça va être intéressant de voir, parce que rappelons que l'iPhone 17 sort très bientôt. Je veux dire, ça va vite arriver à la rentrée prochaine, septembre-octobre. À quel prix va-t-il être commercialisé? Parce que là, pour l'instant, je vous rappelle qu'il est en train d'être fabriqué, cet iPhone 17. On parlera tout à l'heure dans le module bonus des dernières rumeurs qu'on a concernant cet iPhone 17, mais est-ce qu'il va coûter 25% plus cher, notamment aux États-Unis? Alors, moi, j'ai une théorie là-dessus, c'est-à-dire qu'en gros, le prix va être nivelé et tout le monde va en faire les frais. Nous, théoriquement, on ne devrait pas être concernés puisqu'il n'y aura pas de hausse de taxe. Sauf qu'on ne peut pas faire un iPhone aux États-Unis 25% plus cher. En plus, avec un dollar qui, là, est en train un peu de se casser la figure avec les dernières annonces. Donc, je pense qu'ils vont lisser quelque part, c'est-à-dire que nous, on va payer un petit peu plus cher qu'aujourd'hui, les tarifs d'aujourd'hui. Donc, on va se retrouver avec des tarifs qui étaient... globalement le prix, par exemple, de 10% au niveau du monde entier. Moi, je pense pour compenser. Et je pense qu'on va être un peu ce que nous, on avait subi tout seul. C'était quoi pour l'iPhone 14, qui était le même que le 13, mais 10% plus cher limite. Sauf que là, pour éviter que les Américains prennent 25%, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas du tout pressés de rapatrier la moindre usine ou de faire un signe dans ce sens. Enfin, vous avez vu Tim Cook dire quoi que ce soit? Non, mais non. Non, il laisse s'énerver et puis l'orage va passer. En effet, je suis d'accord avec Olivier. Mais je pense qu'on va tous payer plus cher l'iPhone. Ce qui serait courageux de la part de Tim Cook, c'est d'augmenter le prix de l'iPhone de 25% aux États-Unis et d'expliquer ou de même pas expliquer pourquoi il coûte plus cher, parce que les gens comprendront que c'est à cause de Donald Trump et des taxes douanières. Ça pourrait être aussi, je veux dire, une réponse, une attaque que pourrait faire Apple concernant le gouvernement américain. Mais est-ce qu'il a envie de rentrer dans cette bataille? Je ne suis pas sûr. Tim Cook ne dit jamais rien. Il ne dit rien, il ne s'énerve pas, il ne fait pas partie de ses patrons. Oui, mais il résiste à Donald Trump. Quand on voit toutes les notions de diversité et d'inclusion que Donald Trump a fait partir de toutes ces boîtes américaines, Tim Cook et Apple sont restés droit debout. Enfin, je veux dire, dans le sens où il n'y a pas eu de concessions qui ont été faites. Quand on voit qu'il y a des entreprises européennes qui reçoivent des courriers en disant vos droits sur l'inclusion notamment, si vous voulez continuer à vendre aux États-Unis, il va peut-être les arrêter. Apple n'a pas lâché. Absolument pas. Non, ils peuvent pas. Moi, j'y ai cru aussi, mais ils peuvent pas. On a eu peur à un moment donné. C'est un affront vis-à-vis de Donald Trump. Oui, mais ils en font pas l'étalage. On verra lors de la WWDC. Mais c'est une boîte qui est réputée pour ça. Oui, bien sûr, ça fait partie de son ADN. Quand je disais en préambule que c'est une boîte profondément démocrate, Tim Cook l'est et Apple l'est aussi. Il faut se rappeler, il y a quelques années, Steve Jobs avait quand même été un petit peu chassé en disant Steve, ce serait bien, tu veux pas être candidat à la présidence? Et puis, j'ai une petite anecdote pour montrer la proximité du Parti démocrate et l'ADN d'Apple qui est très démocrate. D'abord parce que le vice-président d'Apple pendant longtemps, c'était Al Gore, qui était ni plus ni moins que le vice-président et candidat malheureux à l'élection présidentielle face à George Bush. Et accessoirement, Steve Jobs était très proche du Parti démocrate, se donnait des conseils, pas à la manière d'un Elon Musk, heureusement, mais c'est un peu l'idée. Bien sûr. Et je me souviens d'avoir discuté avec un responsable d'Apple il y a quelques années qui me disait tiens, j'ai été invité à un barbecue chez Steve, ce qui est très rare, sachant que barbecue Steve était végétarien. Oui, donc, c'est ce que j'allais dire. Et donc il arrive, il ouvre la porte, il sonne, on lui ouvre, et la personne qui ouvre avec le petit tablier pour préparer le barbecue, c'est Bill Clinton. C'est drôle. Mais tu sais, on parle de ça, la tech est globalement... Alors, oui, c'est Silicon Valley. Hormis Steve Jobs, qui aurait été, je pense, le seul à pouvoir hausser le ton et envoyer paître Trump, globalement, ça ne dit pas grand-chose. C'est pas Hollywood, où là, les acteurs prennent la parole contre eux. Donc, je pense que la rébellion, pour moi, le seul qui aurait été capable de faire ça en tempérament, c'est Elon Musk. Mais Elon Musk, pour le moment, il va se faire silencieux, mais il est de l'autre côté. Mais pour moi, c'est le seul patron de la tech qui aurait été capable de dire là, c'est n'importe quoi, c'est hors de question. Les autres sont trop lisses. Sachant que Elon est le fondateur de SpaceX, alors que Tim n'est pas le fondateur d'Apple. Steve aurait pu monter au créneau. On sent que Tim Cook est quand même assez prudent parce qu'il a le poids des responsabilités, le poids de l'héritage. Il a le poids économique de l'entreprise. Et quand on voit comment Donald Trump est prompt à sanctionner, on voit les étudiants, par exemple, qui perdent des visas.
visa. Donc, bien sûr. On en parlera très vite, mais les étudiants qui viennent et qui font avancer aussi l'IA aux États-Unis vont tous être envoyés dans leur pays. Il y a un moment où la tech américaine va aussi en subir les conséquences. Mais voilà. Mais la Silicon Valley marche un peu au pas quand même, globalement. Ça va pas être, c'est pas trop difficile pour Trump, il peut continuer à faire des annonces toutes les semaines. Bon, en tout cas, les semaines qui viennent vont être très intéressantes à analyser, et surtout lorsque, lors de la keynote, Apple communiquera le prix de ce nouvel iPhone 17. Je vous rappelle que dans le petit module bonus, on vous donnera les dernières petites tendances. Visiblement, il y a quand même quelque chose qui se trame en termes de stratégie chez Apple pour les 3 prochaines années, et cette stratégie pourrait débuter d'ailleurs avec l'iPhone 17. Mais ce sera dans le petit module bonus, exclusivement, je vous le rappelle, en podcast audio. Toujours du côté de chez Apple, mais pas tout à fait, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que vous le savez, le duo qui faisait, on va dire, la magie d'Apple, c'était Steve Jobs et Jonathan Ive, Johnny Ive, qui a été le designer incroyable d'Apple à la grande époque, iPhone, iPod, etc. etc. Il faut savoir que, et tu peux nous raconter l'histoire, Johnny Ive, sous l'ère Tim Cook, eh bien c'est un petit peu désolidarisé d'Apple, parce que je pense que il était tellement proche d'un Steve Jobs. Tim Cook, même s'il a fait des efforts, je pense qu'il n'y avait pas la même vision des choses et la même complicité, ce qui fait que Johnny Ive est parti d'Apple il y a quelques années. Il en avait marre aussi des États-Unis, d'après ce que j'ai compris, parce que c'est un Anglais. Hein. Il est retourné en Angleterre, je crois, non ? Il n'est pas retourné en Angleterre. Il est retourné, tu bouges la tête, mais dis non. C'est pas ça, François. Il est à Londres, la ville la moins britannique. non, il est toujours à San Francisco. Non, mais simplement. Moi, j'avais cru comprendre qu'il avait envie de retourner en Europe. Oui, il avait envie d'être plus présent, mais il reste et ça reste très fort. On le voit d'ailleurs. Là, il est dans le café de Francis Ford Coppola quand même, à San Francisco, dans sa petite vidéo. De son fils Coppola, mais non, il est intrinsèquement et enraciné maintenant à San Francisco. Okay. C'est la ville de l'innovation pour lui. Mais effectivement, Johnny Ive, au fil des années, qui peut se targuer dans le monde aujourd'hui d'avoir autant influencé nos vies que Johnny Ive? Oui, bien sûr. Enfin, c'est le duo, c'est le duo, mais Jonathan Ive. C'est pas que Steve. Steve tirait énormément la couverture à lui. Hein, il était omniprésent, un peu comme Elon Musk aujourd'hui, c'est Tesla, et chez SpaceX, c'est lui qui fait tout. Du coup, aujourd'hui, il a un peu le contre-coup. En revanche, il a conçu l'iPhone, tu l'as dit, il a conçu l'iMac, les MacBook Pro, l'iPod, et j'en oublie, l'interface d'iOS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un objet qu'on manipule au quotidien sans qu'il n'y ait pas la signature de Johnny Ive. Donc, ce n'est pas une personnalité comme une autre dans l'univers de la tech, loin de là. Et le fait, effectivement, qu'aujourd'hui, qu'il soit parti d'Apple il y a déjà quelques années, c'est déjà un signe qui, moi, m'a pas fait plaisir, parce que pour moi, c'était le gardien du temps. Oui, bien sûr, bien sûr. C'était l'un des derniers figures historiques d'Apple qui avait collaboré main dans la main, avait une relation fusionnelle avec Steve Jobs et était l'auteur de tous ces produits qui ont marqué ces 15 à 20 dernières années. Et le fait qu'il parte, c'était pour moi un très mauvais signe et un très mauvais message. Donc, on avait un peu perdu de vue Jonathan Ive, alors on pouvait le suivre parce qu'il a collaboré à pas mal de design de produits divers et variés. Ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques temps, on a vu se rapprocher Sam Altman, qui est le patron d'OpenAI, et Jonathan Ive. Pourquoi ? Écoutez, c'est ça le problème. On ne sait pas trop. Mais en tout cas, OpenAI a mis beaucoup d'argent pour s'acheter, en quelque sorte, Jonathan Ive, 6,5 milliards de dollars quand même. Pour faire quoi ? Pour faire sans doute un objet qui serait l'interface entre nous humains et l'intelligence artificielle d'OpenAI et de ChatGPT. Et on ne sait pas à quoi ça va ressembler. On ne sait pas du tout à quoi ça va, ce que ça peut être. Est-ce que ça va être des écouteurs ? Est-ce que ça va être un bracelet ? Visiblement, il y a eu des informations comme quoi ce serait ni un iPhone, ni un smartphone, ni un bracelet. Ça pourrait être un pendentif ou un truc comme ça. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Mais ça fait longtemps qu'on entend parler que de toute façon, depuis leur rapprochement, on se dit logiquement qu'on ne va pas chercher Johnny Ive pour mettre une voix sur une IA ou pour faire quelque chose de complètement éthéré. C'est que derrière, il y aura du hardware, il y aura un support physique, et il y aura un support physique, comme l'a dit Olivier, forcément classe et iconique. Enfin, c'est ça, c'est ce qu'on va chercher quand on va mettre 6,5 milliards pour Johnny Ive. À quoi ça va ressembler ? Alors, un temps, on avait pensé, vous savez, au fameux AI Pin de Feu, cette start-up humaine qui avait cherché une interface IA, quelque chose de physique, parce que l'IA, c'est beau, mais c'est une entité qui est là. À quoi ? Smartphone, on a longtemps pensé à un smartphone. Est-ce que vraiment
il y a de la place pour aller chercher un smartphone à l'IA, même quand on est Johnny Ive et OpenAI. Un marché qui est complètement saturé, en fait. C'est ça le truc. Donc, pour moi, ils ont une idée derrière la tête, ils ont quelque chose à inventer qui sera, je sais pas, genre un haut-parleur d'IA, mais il faut que ce soit connecté. Je m'attends à un truc forcément beau, mais est-ce que j'ai peur que ce soit un AI pin? J'avoue que c'est mon angoisse. On a quelques pistes. La vidéo est très intéressante qui passe derrière toi, parce qu'en gros, ils expliquent un petit peu leur vision. Ils partagent une discussion comme une discussion qu'aurait pu avoir Johnny Ive il y a 20 ans avec Steve Jobs. Donc, ils recréent cette fusion qui fait qu'on arrive à avoir ce challenge entre deux grands de la tech qui permet de faire émerger un produit. Ce qu'il n'a pas réussi à faire avec Tim Cook, où il n'y avait pas ce challenge, parce que Tim Cook n'est pas un homme de produit. C'est un excellent manager, un excellent CEO. Il a propulsé Apple où il est aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires. Financier, mais en termes de conception, on arrive un petit peu au bout de tout ce qu'a lancé en son temps Steve et Johnny. On a quelques pistes sur ce qu'il prépare déjà. Il dit lui-même, c'est très intéressant cette vidéo, il y a 3 termes moi, que j'ai retenus. Le premier, c'est amitié. Il commence par ça. Donc pour moi, c'est un message direct pour Tim en disant mon nouvel ami, c'est Sam Altman. Je n'ai pas réussi à créer ce niveau de relationnel. Et c'est important pour moi en tant que créatif, en tant qu'Européen, je le disais tout à l'heure, d'avoir ce type de relationnel, d'avoir un échange, d'avoir un partner in crime, quelqu'un qui va me challenger, comme il le faisait du temps de Steve. Premier point. C'est intéressant ça. Oui. Parce qu'on voit que Jonathan Ive marche beaucoup à l'affect. Ouais. Et s'il renoue en fait ce lien d'amitié avec Sam Altman, ça peut présager quelque chose de sympa. Le deuxième vraiment point fort qu'il a mis en avant dans cette vidéo, c'est San Francisco justement. L'une des raisons qui ont fait qu'il était moins présent ces dernières années au sein d'Apple, c'est que l'Apple Park lui avait pris beaucoup de temps. L'Apple Park, il n'est pas à San Francisco, il est à Cupertino. Vous connaissez les difficultés pour se rendre à Cupertino dans la Silicon Valley depuis San Francisco, c'est plusieurs heures de voiture parfois. Ça, il n'en pouvait plus. Donc aujourd'hui, I.O., sa société, et OpenAI sont basés à San Francisco. OpenAI qui a les plus grands locaux, bureaux à San Francisco possible. Hein. Donc là-dessus, rien que là-dessus, central, les bureaux sont à 2 pas de là où est tournée la vidéo. Donc là, ils sont en face également sur ce point-là. Et le dernier point qu'il a mis en avant, c'est démocratiser. C'est-à-dire que le problème de l'IA aujourd'hui, c'est qu'il faut un smartphone ou un ordinateur pour l'utiliser. Il y a encore peu, il fallait taper un prompt. Maintenant, on peut avoir une interface vocale pour piloter son outil ou son assistant d'IA. Mais il y a encore un plafond de verre à transpercer, à détruire. C'est pas réservé encore à toutes les classes de la société, comme le smartphone il y a 20 ans avant l'arrivée de l'iPhone, qui était réservé à des classes ou des PDG, et puis l'iPhone est arrivé et tout le monde ont eu des smartphones. L'enjeu, il est là. Donc il y a quelques rumeurs qui sortent, c'est de sortir un produit qui démocratise l'usage et simplifie à l'extrême l'usage de l'IA, pas d'interface, pas d'écran, un micro, des caméras, un peu dans l'histoire, dans l'idée du PIN, mais il a dit c'est un très mauvais, mais abouti. Voilà. Le vrai enjeu pour moi, il n'est pas là. Est-ce que le produit va être abouti? Je fais confiance, il sait faire, Johnny Ive. L'enjeu, c'est ce qui fait la force d'Apple aujourd'hui, c'est la logistique et l'industrialisation d'un produit. Sam Altman annonce qu'il veut en vendre 100 millions d'ici la fin de l'année 2027. Oui, parce que ce produit est annoncé fin d'année 2026, début 2027. Ce serait une révolution. 100 millions, il faut avoir les usines, il faut avoir la logistique. Non, mais et ça, c'est la force. Ça veut dire que le produit est déjà mature. Parce que s'il sort dans un an, ça veut dire qu'il y a des protos qui tournent déjà, il y a déjà le concept qui est arrêté. Enfin, je veux dire, quand on voit on va dire le calendrier de la gestation d'un produit high-tech, il est bien avancé. 1 ou 2 ans, il travaille dessus depuis 1 ou 2 ans. Yamik Shinko, tu sais, qui est l'analyste chinois. Et si Sam Altman a mis 6,5 milliards dedans? Alors, c'est l'échange d'actions. Il n'a pas vraiment mis 6,5 milliards. Mais quand même. Pas de sa poche. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que si OpenAI, malgré tout, c'est de la, enfin, c'est aussi ça de la valeur. C'est qu'il a été convaincu par ce que lui a montré Jonathan Ive. C'est ça qui est fort. Et accessoirement, il y a Mélina. Et accessoirement, il y a la veuve de Steve qui a mis 1 milliard dans l'affaire aussi. Donc ça montre que la genèse remonte. Voilà, il y a de l'ADN sympa. Voilà, il y a de l'ADN sympa. Et Mick Chico a quand même l'analyse qui a l'autre Mark Gurman. Il y a 2 grands oracles des rumeurs sur Apple. Il y a ce chinois et ce journaliste de Bloomberg qui annonce que ça ressemblera à une sorte d'iPod Shuffle que tu porterais autour du cou. Donc un système on a vu déjà des concepts qui sont déjà commercialisés déjà, qui permettrait d'enregistrer, filmer en permanence, etc. Enregistrer, filmer en permanence,
c'est aussi quelque chose qui, au sein d'Apple, aujourd'hui, n'est pas concevable. C'est-à-dire que la difficulté d'Apple aujourd'hui sur l'IA, c'est qu'ils ont une promesse en matière de privacy qui est très compliquée, et c'est peut-être la raison principale pour laquelle ils sont en retard aujourd'hui. C'est le retard de l'IA chez eux. Alors moi, j'ai une confidence à vous faire sur cette vidéo et sur tout ça. Oui. Je trouve Jony Ive extrêmement sincère dans la vidéo. J'ai beaucoup de mal à croire à la sincérité réciproque de cette complicité. Okay. Je suis tout à fait d'accord avec Olivier sur le fait que Jony Ive et Tim Cook n'ont jamais accroché. Ça, c'est une évidence. De toute façon, Tim Cook, la garde rapprochée, l'ex-garde rapprochée de Steve Jobs, Phil Schiller et Jony Ive, ont disparu du premier plan. Souviens-toi de Scott Forstall aussi, qui était le mini-Steve, qui était vraiment son successeur désigné. Il n'y a plus personne de cette ère-là. Il a fait le ménage. Le dernier, c'est Tim Cook, en fait. Le dernier, c'est lui. Et je pense qu'en effet, Jony Ive, en tant que créatif, recherche cette espèce de tempérament extrêmement fort de quelqu'un qui a des idées et qui a envie de tout bousculer. Et qui est un homme de produit. Voilà. Et je pense que Sam Altman est parfait pour ça. En revanche, je ne trouve pas la même sincérité de l'autre côté. Je pense que Sam Altman a compris l'intérêt pour un produit de s'attacher, comme tous les gens qui vont chercher Jony Ive, pour aller faire quelque chose. J'attends de voir sur le... Mais je trouve que même dans la vidéo, il y a quelque chose de très amical d'un côté et d'un peu plus froid et posé de l'autre côté, plus calculé. D'accord. Hypocrite, je ne sais pas, mais plus calculé, je pense. On verra bien. Bon, écoutez, là, on en est à la genèse de tout ça. Les mois qui viennent seront passionnants. Mélinda, tu es venue avec ton petit marché de juin, mai-juin, on va dire. Avec mon télé-shopping. On commence par quoi? Parce que le temps passe. Et tu me dis, je peux te parler d'un produit complètement improbable. Allez, vas-y, commence par le casque Sony. Ce n'est pas un casque, pour une fois. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un climatiseur transportable. Un climatiseur Sony. Je vous assure que Sony, qu'on connaît pour ses téléviseurs, sa capacité audio, ils viennent quand même de sortir le casque Milix M6, qui est la nouvelle référence des références de l'audio et de l'ANC. Tiens, tout à l'heure, on parlera de casque Arceau, justement, avec... eh bien voilà, forcément, vous allez en parler. C'est le Nec Plus Ultra de l'audio. Alors attends, raconte-nous, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ceci est un tour de cou. Alors, pour les gens qui ne le verraient pas, je vous explique, nous avons un tour de cou en silicone un peu flexible, avec un module qui va venir se mettre dans votre nuque, avec une zone de refroidissement ou de réchauffement en métal. Okay. Et donc, vous mettez ça derrière. Vous pouvez l'allumer manuellement ou depuis votre application. Okay. Et vous allez réguler la température de votre corps avec ça. Juste avec la nuque. En fait, il y a un moteur qui va se mettre en marche. Okay. Et ça va refroidir ou réchauffer. Oui, donc cette zone. La nuque. Non, parce tu risques d'avoir chaud aux pieds. En fait, c'est une zone assez importante. Et donc, la chaleur ou le froid va se diffuser. Ok. Alors, ça, je savais pas, tiens. En Europe, je savais pas que la nuque était aussi stratégique. Japonais, eh bien, c'est incroyable. En fait, tu vois, tu as un petit module au-dessus qui fait que l'air va s'évacuer aussi pour que tu sois bien. Pour vous, messieurs, c'est pratique. Ça se cache sous une veste, sous une chemise. Non. Alors, c'est complètement étonnant. Ça s'appelle le Rayon Pocket Pro. Ce n'est pas un nouveau produit Sony. Et ça fait que ça fait que refroidir. Et réchauffer. Il fait trop chaud et ça peut s'adapter à ta température ambiante. C'est-à-dire que soudainement, il va faire trop chaud dans ton bureau, ce qui arrive quand les températures estivales grimpent. Oui, il y a un thermomètre à l'intérieur. Tu auras pré-réglé, il y a même un capteur dedans qui est capable de sentir le taux d'humidité, la température ambiante. Mon Dieu. Et toi, tu as réglé, tu peux régler ta température idéale, baisser ou ajuster de plusieurs degrés. Et ça va le faire automatiquement, ça va réguler automatiquement. C'est la 6e génération de ce produit. En Asie, ils en vendent plein. D'accord. Nous, c'est la première qui arrive en Europe. On parle quand même d'un produit qui est à près de 250 €. Je voulais quand même vous le dire, préciser. C'est pas donné. Ça jette un froid. Ça jette un froid. Coup de chaud sur le portefeuille. Tu as testé du coup ça... Alors moi, je l'ai testé. Ça marche bien et ça marche vite. Après, est-ce que j'ai envie de porter ça tout le temps? Alors, pour les petits coups et les petites épaules, on va pas se mentir, c'est un peu grand. Mais comment tu le portes en fait? Tu le mets vraiment autour de ton cou. Mais vas-y, mets-le. Regarde, la dernière fois j'avais des lunettes là. Bon, normalement vous le cachez là. Mais toi tu as des cheveux longs, contrairement à toi. Voilà, donc il est derrière ta nuque. Donc c'est relativement discret. Ça peut être discret pour vous messieurs, c'est beaucoup plus discret. En revanche, pour moi, il est un peu grand. Vous voyez là, au niveau, donc il va un peu glisser, mais ça tient. Ça marche très vite, ça refroidit très vite. Ce sera très bien dans les transports en commun, par exemple. Vous savez, dans les transports en commun, quand il fait trop chaud et qu'on est tous serrés, ou la clim n'est pas au rendez-vous. Je t'avoue que t'en parles super bien, Mélinda. Ouais, mais je suis pas du tout convaincu. Ah, mais je pense qu'en Europe, nous ne sommes pas du tout la cible. Je sais pas ce que t'en penses. Je voulais montrer parce que c'est Sony. Il y a une autonomie, tu as quoi? On peut aller jusqu'à 30 heures en refroidissement en modèle bas, c'est-à-dire que si vous le mettez doucement.
10 heures en modèle chaud, un peu max. Oui, il y a quand même une bonne autonomie. Je pense que ce n'est pas un produit fait pour l'Europe, pour les Occidentaux. Voilà, avec le réchauffement climatique, on en reparle dans quelques années. Mais c'est vrai que. Mais température, vous êtes au bureau, vous avez trop chaud par votre voisin, vous voulez ouvrir la fenêtre ou refroidir, jamais personne n'est content. Au moins, ça a le mérite on va tester cet été, on reviendra à la rentrée. Voilà. Mais je voulais vous en parler parce que c'est Sony et qu'on parle toujours de Sony pour des casques ou des téléviseurs. C'est étonnant, en tout cas. Et que c'est improbable. Ok, alors on va maintenant évoquer quand même le retour de Samsung avec ce produit alors qui était un secret de polichinelle, parce que ça fait un moment qu'on savait que Samsung travaillait sur un smartphone qu'il avait aplati au marteau. Ils y sont allés. Ils ont dit, donnez-moi S25 s'il vous plaît. Bam, bam, bam. Et le résultat, c'est le Galaxy S25 Edge que tu as entre les mains. Voilà, je suis en train de le tester. Il est extrêmement fin, il est extrêmement léger. Je peux l'avoir en main s'il te plaît? On est, pour vous donner une idée, à 163 grammes. Donc c'est très léger. Je recherche pour ne pas vous dire de bêtises sur l'épaisseur, parce que on était, je crois, à 5, je sais même plus. 5, quelque chose. 5,4, 5,8, pardon. Crois, c'est ça. C'est très fin. Je n'arrête pas de le perdre au fin fond de mon sac. En plus, comme il est noir dans un sac noir, je le perds. Non, moi je suis la première à être sceptique sur l'idée d'un smartphone fin. Pour moi, on y va tout droit. Il y a une espèce de logique des choses. Ça ne va pas complètement me faire... à côté d'un iPhone, t'es comme moi, t'as un très grand, on voit la différence. Il y a de plus en plus de smartphones fins. On a Honor qui a affiné les siens. Les S25 et S25 Ultra, même eux, étaient déjà très fins. Ils avaient déjà perdu 0,4 mm. Alors, ça a l'air rien dit comme ça, mais quand on a un smartphone en main, ça se voit. Je ne reste pas persuadée qu'il y a un marché pour des gens qui voudraient un smartphone fin, parce que tous ceux qui n'aiment pas les smartphones auxquels je l'ai prêté me disent « Oh, ça fait bizarre, on a peur ». Il est extrêmement solide, je précise tout de suite. C'est de la très bonne finition. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment mettre son postérieur longtemps dessus, alors, si je fais comme ça, ou vraiment chercher à l'abîmer. Il n'y a aucune raison. C'est la qualité des Galaxy S25. Il est vraiment dans la droite lignée. Photos, c'est les meilleurs capteurs du S25 Ultra. Il n'y en a que 2. En revanche, il n'y a pas de téléobjectif. Ça, c'est peut-être un peu le truc qui est dommage, parce qu'on est sur un prix qui est quasiment équivalent quand même. On est à plus de 1200 €. Je pense que c'est quand même, c'est quand même un budget. Pour moi, c'est dans. Non, mais je suis en train de le tester. C'est sur l'autonomie où j'ai un peu plus de réserve. L'autonomie, ça donne quoi alors? Pour le moment, ça va, mais comme je suis qu'au début, je ne me prononce pas définitivement. Elle l'a allumé il y a 2 minutes. Donc, pour l'instant, l'autonomie est toujours à 99. Voilà, non, je l'ai rechargé quand même. Positif. Pour le moment, ils nous ont dit ça doit tenir largement comme les autres. Évidemment, il y a moins de capteurs. Ça devrait être équivalent d'un modèle classique alors. D'un modèle classique. D'accord. Je pense qu'ils ont suffisamment travaillé l'autonomie. C'est pas non plus le point fort. C'est le vrai enjeu, l'autonomie. Ouais. Mais là-dessus, voilà. Après, il a les qualités des S25. Il y a un vrai problème. S25 Ultra. Je me prononce pas encore sur l'autonomie parce que je sais pas encore. En termes d'appareil photo, on joue pas dans la même cour. On est d'accord avec le S25 Ultra. Si, c'est les deux capteurs principaux, sauf le téléobjectif. Il n'y a pas le téléobjectif. Il n'y a pas les téléobjectifs. Oui, bon. C'est le seul truc. Non, mais tu vois, par exemple, sur l'épaisseur, regardez l'épaisseur des capteurs photo. Ce sont de très bons capteurs photo, donc ils sont plus épais. Donc, sur la finesse, oui, au niveau du capteur photo, j'ai mis un S25 à côté, on est aussi épais. À capteur photo équivalent. C'est la même chose. Et puis surtout, tu achètes un truc comme ça. Tu fais quoi? Tu achètes une coque? Oui, mais alors ils ont étudié pour qu'elle ait une coque très très fine. Donc elle va venir au ras des capteurs. Mais donc on est sur l'épaisseur des autres. Voilà. Avec ta coque, tu te retrouves avec l'épaisseur d'un S25. Ah mais on est d'accord. Moi je trouve que, on va pas cracher sur Samsung parce qu'ils innovent avec ce produit-là. Et franchement, c'est vrai que c'est intéressant au niveau ingénierie, etc. Ça prouve qu'on arrive à faire des smartphones de plus en plus fins. Il chauffe pas trop pour le moment en tout cas. Je vais le pousser un peu pour voir. T'as joué un peu avec ou pas? J'ai pas joué beaucoup sur des gros trucs. C'est pour ça que je te dis sur l'autonomie, je vais tester des jeux un peu plus puissants parce que c'est là-dessus où je suis plus sceptique. C'est la chauffe, même s'ils ont mis une chambre à vapeur qui est censée être meilleure. Et donc, quand on te vante les mérites d'une chambre à vapeur, la chambre à vapeur, mon pote. Quand on te vante les mérites de justement de la dissipation de chaleur, c'est que ça doit chauffer. Donc là-dessus, j'attends de voir. Pour moi, Samsung là-dessus, ils sont en avance sur la concurrence. On sait qu'Apple normalement doit sortir aussi un modèle plus fin. Pour moi, ils sont en avance d'1 an ou 2 sur ce qui va être la norme dans quelques années, c'est-à-dire des smartphones un peu plus fins. Je pense que c'est ça. Je ne crois pas
je ne crois pas à un marché, surtout à 1 200 €. Si c'est pour faire des smartphones plus fins avec moins d'autonomie, je suis désolé, ça va pour pas moi, c'est intéresser les gens. le problème. Le design est beau, la photo est bien. C'est ce qui a tué l'iPhone mini, hein, exactement. Il était super, il était plus petit, mais il n'avait pas d'autonomie. Mais le problème de l'iPhone mini, c'est que pour moi, il était sur une cible de gens qui avaient besoin d'une utilisation standard avec un produit plus bas. Là, le produit, on est entre le S25 Plus et le S25 Ultra. C'est cher pour avoir moins de polyvalence en photo et peut-être potentiellement moins d'autonomie. Dernier petit produit, avant la quille. Ah, alors celui-là, je t'en parle très vite fait. C'est la tablette. C'est une tablette gaming. C'est une des premières du marché. Tablette, mais elle est costaud. Elle est costaud, quoi. Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment un produit multifonction. Tablette. Apparemment, elle est bien refroidie. Hein, celle-là, elle est très bien. C'est une tablette gaming Asus ROG Flow Z13. J'ai toujours des problèmes à mettre les mots dans l'ordre chez Asus. Elle a une puce AMD IA dédiée spécifiquement à ce genre de AMD. Vous savez, c'est les... Donc ça tourne sous Windows. Ça tourne sous Windows. Ça fait beaucoup de choses. C'est une puce qui est assez puissante et polyvalente pour justement, vous savez, ne pas avoir une puce graphique. Et c'est une puce tout en un peu celle qu'on retrouve dans les consoles portables, PC portables, adaptées à un format plus grand, donc à beaucoup plus de puissance. Moi, j'aime beaucoup ce produit parce qu'on peut jouer vraiment à des jeux AAA sur une tablette en mobilité. Avec la fluidité les détails, 165 Hz pour l'écran et jusqu'à 180 selon la configuration. Et puis c'est un PC aussi. Et c'est un PC vraiment puissant. Très bien pour jouer. Pour les hardcore gamers qui veulent de la mobilité, pour ceux qui veulent faire de la créativité, vu que c'est une puce IA, vous avez toutes les fonctions qui vont avec. Le seul hic, comme ça je vais très vite, le prix. À 2 500 € pour un premier produit, il faut vraiment avoir une utilité multitâche et être un gros gamer. Et puis en plus, l'autonomie, à mon avis, là, si tu ne le branches pas au courant... Alors voilà, en plus, ça dégoupille. On est à un peu plus de 10 heures en autonomie en jour, ce qui est quand même pas mal. 10 heures, ça m'étonnerait. 10 heures en jour? Non, mais en faisant un peu de tout, mais aussi en jouant. C'est ça que je veux dire. Mais à mon avis, tu ne joues pas 10 heures d'affilée sur batterie. Mais ça serait intéressant non. C'est une puce traditionnelle x86 ou c'est une puce ARM? Alors, on est plutôt du côté ARM. Donc, ça expliquerait qu'il ait quand même de l'autonomie. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je pense que si tu veux, sur les 10 heures... T'es sûr que c'est pas du x86? Non, normalement, c'est une puce IA. Tu sais, c'est leur nouvelle puce IA qui font tout. Il faut que tu aies une carte graphique pour jouer à des gros jeux. Donc, parce que sur ARM, je crois qu'il n'y a pas Steam. Sur la structure, sur l'infrastructure. Oui, mais c'est leur puce AMD, tu sais, comme tu as Steam sur les consoles portables. C'est en fait celle un peu les Z extrêmes d'AMD adaptée. C'est vraiment une puce dédiée à ce genre de produit. Donc c'est un concept intéressant que je trouve encore un peu cher, mais je trouve qu'il y a quelque chose. C'est une niche de marché, mais parce qu'il n'y a pas de carte graphique, il n'y a pas besoin de carte graphique dedans. Donc moi je trouve que c'est un produit qui est intéressant pour ça. Alors, mais c'est à réserver. Ça s'appelle l'Asus ROG Flow Z13. Et ben voilà. 2500 € quand même. Voilà, c'est un peu le seul truc qui pour moi est un petit peu cher. Et l'écran, il fait quelle taille pour jouer? 13,5 pouces. On est sur un modèle nomade, donc on va pas partir avec un grand. Pro aujourd'hui. Moi, exactement. Je réfère à ce que je connais. Voilà, c'est un peu ça. Tu vois, en écran, ça fait pas trop de bruit. Ça fait du bruit parce que ça reste une machine de jeu. Mais j'ai trouvé qu'il y a du ventilo. C'est ce qui explique aussi un peu l'épaisseur. Mais voilà, c'est un produit qui est intéressant. Il y a beaucoup de connectiques, donc pour tous ceux qui ont besoin. Et puis écran OLED, etc. Non, pas d'OLED. LCD dessus. Voilà, LCD. Bon, bah écoutez. Mais voilà. Je voulais vous le montrer parce que c'est une première. C'est une première sur un produit pareil. C'est intéressant. Voilà, on espère juste qu'à l'avenir, le prix va descendre quand la qualité montera. Merci beaucoup Mélinda, merci Olivier. Merci François. On refait les Macs, bien sûr. On n'en a pas parlé au début de l'émission, mais effectivement tu es l'incarnant de ce podcast qui existe depuis 15 ans et qui cartonne, avec des déclinaisons un peu partout, sur la F1 notamment. Et je vous invite à suivre tout cela avec Olivier, bien évidemment, et tous tes experts. Merci à toi. Merci François, merci Mélinda. On se retrouve pour le module bonus. Voilà, on va essayer de trier les informations vraies ou fausses concernant l'iPhone 17 qui sort dans quelques mois. Module bonus qui sera disponible, vous le savez, que sur le podcast audio. Et puis pour cette deuxième partie de quoi je me mêle qui arrive, direction le Labo Fnac avec Lionel Costa pour savoir quel casque Arceau Bluetooth vous allez pouvoir vous offrir pour faire le beau sur la plage cet été. Allez, à tout de suite et merci de nous suivre. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.